à tous, aujourd'hui on va parler d'électroculture avec un ensemble d'articles presse entre 1921 et 1943 par là, sur 20 années environ au début du siècle précédent, hein, où on verra Justin-Étienne Christoflo, ses succès et ses revers, hein, liés à l'électroculture. Alors, je tire ces articles du livre Secret d'électroculture qui vient de sortir aux éditions Permaculture, que j'ai créé et édité, avec une soixantaine d'articles presse qui montrent qu'il y a vraiment une histoire autour de l'électroculture, hein, que ça a bien existé et la France, elle était pionnière et elle a exporté à l'international ces techniques. Ces articles presse que je vous montre dans cette vidéo, c'est tiré aussi de recherches personnelles que j'ai fait, entre autres à la Bibliothèque nationale numérique française Gallica, que je vous conseille d'aller voir. La Bibliothèque nationale française, c'est un patrimoine culturel français très riche et qu'on a ici, hein, et qu'il faut aussi valoriser en mémoire des anciens de notre pays, hein, qui ont fait un travail valeureux et qui malheureusement a disparu et est tombé dans l'oubli. Vous avez donc on commence, hein, on va parler d'électroculture avec ces fameuses techniques qui, grâce à l'électromagnétisme de la nature, hein, nous permettent de créer des systèmes qui vont interagir avec l'électromagnétisme de la nature et pour capter, capter donc le magnétisme, l'électricité et les diriger vers les plantes et pour améliorer la croissance, la germination et la résistance aux maladies des végétaux. Ce sont des anciennes techniques qui utilisaient des sortes d'électro-engrais naturels, gratuits, intarissables, et qui permettaient d'avoir une augmentation de la production sans utiliser de produits chimiques et d'engrais chimiques. On va voir qu'à l'époque, il y avait apparemment des conflits d'intérêts avec forcément la pétrochimie, hein, ça n'intéresse pas de développer des techniques qui n'utilisent pas d'engrais que l'on va consommer tous les ans, hein. Bon, aujourd'hui, on sait très bien que l'agriculture telle qu'on la connaît, elle va dans le mur, hein, donc il faut aussi une transition vers des techniques agroécologiques et l'électroculture peut être une des solutions, hein, à creuser, à expérimenter, à partager pour remettre ces solutions au goût du jour. Voilà. Alors, on commence avec, le 27 juin 1921. On voit dans le magazine Le Matin, Justin-Étienne Christoflo. Il faut savoir, il a été actif, bien avant, hein, ces dates-là, mais voilà, il fallait bien commencer à une certaine date. J'ai pris là et vous voyez que qu'est-ce qu'il proposait? C'était un petit industriel de l'électroculture, hein, qui a exporté plus d'1 million d'appareils apparemment à travers le monde, hein, notamment en Chine, en Australie et en Europe et autres, hein. On le voit ici, avec un foin, qui a été fertilisé par ces techniques, du foin fertilisé par ces techniques d'électroculture, hein, et on nous dit: «Cultivateurs, électrifiez vos plaines, vous n'avez plus besoin d'engrais, d'engrais chimiques, hein, et du foin avec, 120 quintaux-hectares, ni fumé, ni irrigué, dans une prairie naturelle influencée par les appareils d'électroculture de Christoflo». Il faut savoir qu'il était chevalier du mérite agricole, hein, et lauréat de la Société d'encouragement de l'industrie nationale et membre de la Société des inventeurs de France aussi, hein. Et on voit dans la presse de l'époque donc qu'il mettait des articles pour embaucher des personnes, pour que ces personnes travaillent pour lui donc dans la partie commerciale à vendre ces appareils d'électroculture. On avance, qu'est-ce qu'on se rend compte que il était vraiment présent dans la presse à l'époque et que tout n'était pas rose, hein. Il y avait, Justin-Étienne Christoflo n'était pas compris par tout le monde, hein. On utilise ici des techniques qui fonctionnent avec l'électromagnétisme de la nature. Ça demande un peu, d'intellect, hein, pour comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça peut fonctionner et de prime abord, c'est vrai que ça peut
ne pas être compris par tout le monde, hein, parce qu'il faut prendre le temps d'essayer de voir comment ça peut fonctionner comme je viens de le dire. Et donc on se rend compte que Justin Christoflo, il y avait aussi il avait des problèmes, par exemple des personnes qui le calomniaient ou bien il recevait, la gendarmerie avait même reçu une lettre comme quoi il y avait un cadavre enterré dans le jardin de Christoflo, cadavre qui n'a bien sûr jamais été retrouvé, hein. La France, les organismes officiels français ne s'intéressaient pas aux techniques du ministère de l'Agriculture, aux techniques de Justin Christoflo, alors que dans les autres pays, il y avait de l'intérêt pour la chose, hein. Comme je l'ai dit précédemment, il exportait à l'international ces techniques, et c'est ce qu'on voit dans la presse, hein, moi j'invente rien, hein. Et l'Allemagne a même offert à Justin-Étienne Christoflo 10 millions pour la cession d'un de ses brevets. Et on nous dit que de l'autre côté du Rhin, il y avait 35 usines qui étaient prêtes à fabriquer 100 appareils par jour, 100 appareils Christoflo par jour, donc qui ensuite étaient posés dans les champs, ces appareils, pour fonctionner avec l'électromagnétisme de la nature, et comme ceci favorisait la croissance, la germination et la résistance des cultures. En France, il n'y avait guère que 7 à 8 000 usagers apparemment et qui se déclaraient satisfaits des techniques de Christoflo, alors que ensuite il y avait une société qui commercialisait 300 appareils par mois, et à l'étranger, on nous dit qu'il y avait plus de 150 000 appareils en Angleterre, en Amérique, en Allemagne, en Suisse, en Italie, au Danemark, en Suède et au Canada, à dater du 1er février 1925. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un engouement, d'après la presse, et une exportation de ces techniques à l'international, sauf en France, où on était vraiment axé sur la pétrochimie, et il y a même des histoires de conflits d'intérêts que l'on dit avec, par exemple, le directeur de l'école d'agriculture de Grignon à l'époque, qui travaillait lui pour la pétrochimie, hein, et qui disait donc que ces techniques d'électroculture ne fonctionnaient pas, alors que d'autres centres de recherche allaient en faveur de l'électroculture. Voilà, on se rend compte aussi qu'il y a vraiment ouais, des histoires de conflits d'intérêts. On pense peut-être, hein, c'est ce qu'on lit dans la presse en tout cas. Vous voyez là, en 1926, inventeur contre monopole, le tribunal de Versailles reconnaîtra-t-il la valeur de l'électroculture? Et on nous dit, l'ingénieur Christoflo demande à la justice de protéger son procédé contre le trust des engrais chimiques avec Saint-Gobain, pardon, qui apparaît, comme vous le voyez ici dans cet article, où on nous dit que le développement des appareils Christoflo empêchera à la pétrochimie, hein, une rançon annuelle de 23 millions sur l'agriculture. Christoflo, il nous dit donc que ce qu'on a vu précédemment, l'Allemagne qui proposait de racheter un de ses brevets, la proposition était tentante, qu'il nous dit, vous voyez juste en bas, je suis patriote, mais ces propositions sont tentantes. C'est-à-dire que bah, lui, il avait, il avait pas envie de vendre ses brevets parce qu'il était aussi patriote, hein, il était français, mais l'étranger était intéressé par ses travaux. Ceci lui a mené des déboires, hein, avec des procès pour défendre ses intérêts. Là, on le voit encore en 1926, hein, où les juges de Versailles entendent parler d'électroculture, hein. Et qu'est-ce qu'on y lit? On y lit donc que, comme je le disais précédemment, il y avait eu, je pourrais en faire une vidéo rien que sur ça, et il y avait eu plein de constats de l'efficacité des appareils de Justin-Étienne Christoflo, mais le ministère, apparemment une partie du ministère à l'époque, s'est basé sur une étude pour invalider l'électroculture, sur une seule étude, où apparemment c'était avec le fameux, comme je le montrais précédemment, directeur de l'école d'agriculture de Grignon, comme il nous est dit en bas
ici avec un rapport déclarant que, l'électroculture, ne fonctionnait pas. Mais lorsqu'on s'intéresse à ce professeur chargé de ces expériences, on se rend compte qu'il était, directeur d'une importante société d'engrais chimiques. C'est comme quand on voit aujourd'hui le responsable de la FNSEA, hein, qui, a plus de, 800, je sais plus si c'est 500 ou 800 hectares et qui est, responsable d'un grand groupe, il me semble Avril donc, qui a, heu des conflits d'intérêts aussi, hein. On a des conflits d'intérêts qui existent, dans ces affaires-là. Donc, forcément, il n'y a pas la plus grande, objectivité pour faire un choix, d'une technique ou d'une autre et vraiment pour le bien commun, hein, parce que c'est des choix qui peuvent être orientés pour le bien de certaines entreprises. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est ce qu'il écrit dans la presse, moi j'invente rien, hein, il nous est dit, heu, voilà que, en février dernier, hem, c'est ici, hein, 2e, colonne. En février dernier, monsieur Christoflo avait traité avec le poste de TSF, de télécommunications sans fil, de la tour Eiffel pour toute une série de conférences pour parler d'électroculture. Le lendemain de la première causerie de Christoflo, le ministère de l'Agriculture faisait interdire ces conférences et lançait, au contraire, par TSF, une note mettant en garde les agriculteurs contre les appareils d'électroculture. L'invention y était qualifiée de charlatanesque et des poursuites judiciaires étaient annoncées contre leurs auteurs ainsi que contre ces agents de province ou de l'étranger. Ces poursuites n'ont jamais été entreprises, mais la menace reproduite par différents journaux agricoles fit son effet. Alors que plus de 357 000 appareils Christoflo fabriqués à l'étranger donnent satisfaction à leurs usagers en Amérique, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, un très petit nombre sont employés en France. C'est ce qu'on nous dit donc dans cet écrit, où on voit, comme je le disais, que le ministère carrément, hein, a censuré l'électroculture à l'époque, hein. Et puis au vu de tous les résultats et toutes les recherches en parallèle, ceci paraît quand même assez, ça pose question, hein. C'est si on est objectif, moi je trouve dommage, d'avoir censuré, l'électroculture, hein. On est en 1926, c'était il y a 100 ans. Vous imaginez, les si les milliards et les milliards de recherches qui ont été mis pour développer l'agriculture pétrochimique avaient été utilisés ou au moins une partie à développer l'électroculture, donc des techniques qui fonctionnent avec l'électromagnétisme de la nature, qui nous permettent de ne pas utiliser de la pétrochimie qui pollue et tue, ou est-ce qu'on en saurait aujourd'hui, hein? Vous imaginez? Toutes ces techniques qu'on aurait pu développer, l'agriculture ne serait peut-être pas la même. Enfin, c'est sûr, même, hein, l'agriculture, elle ne serait pas la même que ce que l'on voit aujourd'hui. 1926, ça continue, on voit toujours, Justin Étienne Christoflo, lui, il abandonnait pas, hein, c'était, il avait la peau dure, hein, il faisait face, au procès, il faisait face, à la diffamation, à la calomnie, il s'arrêtait jamais, il continue à perfectionner ce système, à parler d'électroculture, à développer, hein. On le voit, j'ai mis, je commence un peu, en rentrant dans le vif en montrant que ce n'était pas tout rose sa vie, hein, il faut le comprendre et on voit qu'il y a eu, jalonnement aussi de procès malheureusement, hein, pour, défendre, ces techniques. En 1927, on le voit encore là dans la presse avec un fertilisateur, le capteur Christoflo qu'on va reparler, par la suite et on nous dit qu'avec cette technique, vous voyez cette science vieille de plusieurs siècles consiste à prendre dans l'atmosphère, au moyen de capteurs bien étudiés, l'électricité qui se trouve à l'état latent, l'électricité statique par exemple, hein, et à l'amener dans le sous-sol cultivé pour fertiliser la terre au lieu et place des engrais chimiques fort coûteux.
et engrais qui doivent être renouvelés chaque année, alors que l'électricité du ciel, elle ne coûte rien, elle est gratuite, naturelle, intarissable. Résultat, on nous dit, économie considérable, résultat de la suppression totale ou partielle des engrais chimiques, récolte beaucoup plus abondante, plus saine et se produisant 3 semaines plus tôt avec les appareils de Justin-Étienne Cristoflo. Le matin, en 1927, persiste et signe, hein, il dit l'électroculture remplace tous les engrais chimiques, agriculteurs, viticulteurs, maraîchers, c'est la saison d'en faire l'application. Et on voit que les procès n'avaient pas eu raison de Justin-Étienne Cristoflo, il tenait bon, il continuait. Hein. 1928, l'électroculture donne des résultats encourageants. Pourquoi s'obstiner à ne pas les connaître, hein, et puis encore à l'intérieur avec, des résultats très intéressants en faveur de l'électroculture. Une photo d'un chou de 3,50 m de circonférence où on voit encore, Justin-Étienne Cristoflo et ces articles vraiment que je conseille de lire. Ça nous permet de nous imprégner de la vie de cet inventeur et de la société française aussi, à l'époque de pourquoi on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. L'histoire, et on ne peut pas, comment dire, effacer l'histoire. C'est aussi, des quelque chose qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé précédemment et de nous positionner aujourd'hui et de rajouter du concret, du rationnel, sur ces techniques et de la faire, aussi, avancer, hein. Moi, quand j'ai commencé à parler d'électroculture, comment dire, il y a pas grand monde, quasi personne, voire personne ne connaissait, dans mon entourage. Il y avait beaucoup de scepticisme, hein, et puis le fait de montrer aussi ces preuves historiques, ça permet d'ajouter du crédit sur tout ce qu'on raconte, hein, et montrer qu'on n'est pas fou, hein. Là, vous voyez en 1928 2 épiphénomènes, un d'avoine de 1,84 m et un de blé de 1,13 m. C'est un miracle de l'électroculture qu'on nous dit, hein, et un autre chou de Bruxelles de Christoflo qui a été obtenu à la Queue-les-Yvelines, là où il a habité, un chou de Bruxelles, vous voyez, qui était plus grand là que, la, fillette. Un chou porte-graines, ici en A, qui s'étendait sur des rameaux sur une surface de 2,45 m de diamètre et élevant sa tête à 1,46 m. Des poireaux d'une taille, d'une grosseur exceptionnelle qui atteignaient jusqu'à 21 centimètres de circonférence, on nous dit, qui ont été constatés par un huissier, hein, c'est ce qu'on voit aussi quand on s'intéresse à Justin-Étienne Cristoflo, hein. Et on nous dit, il est bien regrettable que les enfants ne se récoltent plus au cœur des choux, sans quoi, avec les dimensions obtenues pour l'espèce représentée par notre photo, on y retrouverait bien une douzaine de gosses et le problème de la natalité serait résolu, qu'on nous raconte. La vie moins chère par l'électroculture. Pourquoi la vie moins chère? Ben parce que on n'a pas à payer ces engrais coûteux tous les ans, hein. On s'enlève les chaînes, on se rend dépendant par ces techniques d'électroculture. Une fois en place, elle fonctionne avec l'électromagnétisme de la nature. C'est comme le basalte, hein, quand on en met sur la terre. C'est pas comme un engrais qu'on va racheter tous les ans, c'est pas lessivable. Une fois que c'est en place, ça y reste, hein, et ça fertilise durablement. On voit en 1930 avec, tout un tas de documents que j'ai, recolorisés. Il faut savoir que tout était en noir et blanc, c'était assez mal conservé pour certains. J'ai fait un grand, très grand travail de déjà recherche, hein, ensuite de restauration et de colorisation pour vous, partager tout ceci dans cette vidéo et dans le livre secret d'électroculture que vous voyez en haut à gauche. Un Rustica, dans 1930, nous montre un peu plus en détail ce fameux appareil d'électroculture, hein, qui nous permet d'avoir ces résultats exceptionnels, hein, avec tout un tas de un système qui interagit avec l'électromagnétisme. Et vous avez en haut des antennes vibrantes, des pointes, qui créent l'effet des pointes et qui vont permettre les échanges d'électrons naturels entre le sol et l'air, hein, pour créer des micro-courants qui interagissent avec les plantes et aussi
faire une régulation, contribuer à l'homéostasie des plantes et grâce à un équilibre du redox, de la concentration en électrons du milieu, hein. On a sur le dessus, vous voyez une pile voltaïque qui est là pour recevoir les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau, quand elles tombent dessus, la pluie, elle peut être chargée positivement, négativement. Il y a une alternance, hein. Et dessous cette réceptacle, il y avait alternance de plaques de cuivre et de zinc, qui créent aussi des différences de potentiel. Ceci crée des micro-courants. Et plus on a une barre, pardon, qui est un matériau ferromagnétique qui se magnétise, hein, qui permet de magnétiser l'ensemble, hein, et d'avoir des interactions aussi de la sorte avec cette antenne. Maintenant, j'ai fait des vidéos où j'en parle beaucoup plus en détail de cette antenne, aussi dans le livre Antenne aérienne magnétique. Donc là, je survole très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous avez ici un dessin de cet appareil que l'on mettait en haut à 6,5 mètres de haut, et il y avait un fil de fer galvanisé qu'on branchait sur le boulon situé à droite ici, et c'est ce fil de fer galvanisé que l'on allait connecter dans notre parcelle de culture, hein, pour faire des courants donc entre cette antenne, l'atmosphère et le sol. Est-il vrai que si l'on voulait, les fruits et légumes seraient moins chers et plus beaux? C'est que ce que l'on voit en 1930 dans la presse, et il martèle encore, hein, sans engrais chimiques. Tous les déboires de Monsieur Christoflo viennent de là. On voit Justin Christoflo ici avec un navet ou une betterave. Il nous est dit dans le texte, il me semble, hein, avec encore une fois, il, euh, il, euh, il montre, voilà, il nous est dit des céréales, alors des récoltes extraordinaires, des pieds de pommes de terre de 4 kilos chacun, des poireaux monstrueux, euh, etc., sans engrais chimiques, encore en outil, hein. Ce sont des légumes gargantuesques, hein, qui nous sont proposés par Étienne Christoflo dans son potager personnel, hein, et dans et là où les systèmes étaient posés, on le voit là, la fait électricité fertilisante des produits du sol en 1930 toujours, hein, avec un vieux pommier qui était malade, qui a été soigné grâce aux appareils d'électroculture, et ici un mât en bois donc qui montre à 6,5 mètres d'eau avec le fameux électromagnétique terrocéleste. C'est l'appareil que je vous ai montré juste avant, souvenez-vous. Hop, pardon, je reviens. L'appareil que je vous ai montré ici, eh ben, il était disposé, comme je le disais, en haut de mât, comme on le voit ici sur la photo. Vous avez bien l'antenne tout en haut, et puis le fil qui descend le long du mât pour être connecté à la parcelle de culture. Quand on s'intéresse à l'histoire, à la presse, et qu'on va chercher là-dedans, on apprend plein de choses. Il y a énormément de choses que l'on apprend grâce aux anciens écrits, hein. C'est vraiment des bibliothèques à ciel ouvert. Les anciens nous ont légué tout ça. On a la chance, on a la chance grâce à Internet. On vit une époque formidable où on a accès à la connaissance, à l'information, et puis on peut en autodidacte apprendre et expérimenter. Tout est là à portée de main, hein. Il y a juste à, à se mettre au boulot, se retrousser les manches, hein, relever la tête, et puis se mettre au travail et chercher à avancer, expérimenter. On ne, on ne comprend pas encore tout, tout ne réussit pas dans les expérimentations, on est encore dans le renouveau de l'électroculture, hein, mais tous les ans on progresse, on avance, on découvre, hein, et si on veut aussi, voilà, avancer vers le positif, c'est important de chercher dans le passé pour peaufiner les techniques aujourd'hui de nos jours. On voit Christophe, c'était vraiment un génie, hein, le gars, hein. Vous le voyez ici, en 1931, l'aviation à la portée de tous. Le vieil inventeur Christophe a-t-il découvert l'avion à commande automatique et
Il nous a montré aussi qu'il travaillait sur des prototypes d'avions, pour améliorer la sécurité de l'avion quand il décolle et quand il se pose, hein. C'était vraiment un génie, hein. Il était décoré de chevalier de l'Ordre du Mérite agricole, membre des inventeurs et de la Société de France, hein. Il a déposé énormément de brevets entre 1905 et 1939. Euh, il a été en forme jusqu'à 70 ans, hein, et plus, et vous verrez par la suite. Là, toujours à la Queue-les-Yvelines, on nous dit là où il habitait, un tour au jardin de Gulliver, du seigle de 2 mètres de haut et des épis de 20 centimètres, du blé dont la hauteur est de 1 mètre 70 et la longueur des épis de 18 centimètres. On retrouve d'autres articles où il y est marqué nous manquons de pain, mais à 2 pas de Paris croissent des blés d'une taille extraordinaire de Justin Étienne Christophe. On nous dit ici le légume monstre est roi, il vous hallucine, hein. Dans la salle carrelée, l'horloge bat toujours sur le mur qu'envahissent les ombres du soir. Voici un chou dans lequel est sûrement né l'enfant qui le tient. Voici un navet en casquette et sabots, une carotte qui croise des mains de paysannes, des poires de 3 livres, des feuilles d'épinards, d'endives larges comme des parasols. Et voici, salut, le diplôme du mérite agricole à la place d'honneur parmi tant d'ex-photos, photographies, reconnaissances potagères à la fée inconnue, etc., etc. La fée inconnue, c'est la fée électricité, hein, qu'utilise Justin Étienne Christophe et qui l'amène à avoir des résultats qui font couler de l'encre, hein, comme on le voit ici, hein. En 1935, il est dans le magazine Voilà avec une page qui lui est dédiée, l'homme qui dort dans un champ magnétique, hein, donc ça paraît contradictoire, hein, je vous disais, avec la censure qui apparente qu'il y a eu en télécommunication sans fil d'une partie du ministère, hein, ça paraît contradictoire, hein, avec le fait que l'électroculture était qualifiée de charlatanesque et qu'il ne fallait pas développer ces techniques avec en parallèle, dans la presse, on voit un grand nombre d'articles qui parlent de Justin-Étienne Cristofort avec ses succès, des légumes géants, les techniques expliquées, celui-ci qui était chevalier de l'Ordre du Mérite agricole, qui exportait à l'international. Vous voyez, donc ça pose des questions quand même, hein. Si on est factuel et qu'on observe l'histoire, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche, hein. Là, l'homme qui dort dans un champ magnétique, pareil, c'est quelque chose que j'ai recolorisé. Tout était en noir et blanc, restauré, recolorisé. Et ce qui est fou, c'est là, vous voyez ici, Justin Christophe, il avait au pied de son lit un système des antennes d'électroculture, hein, les antennes qu'il mettait à 6,5 mètres en haut des mâts pour fertiliser les cultures. Il s'en était mis un paquet au pied de son lit. Vous voyez, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a au moins une dizaine, voire plus ici, qu'il avait connecté avec des fils de laiton entre elles, qu'il connectait à son matelas métallique, à son sommier métallique, pardon, et aussi connecté à la terre. Et il nous dit, d'après lui, et que ça l'aidait à rester en santé. Là, vous voyez sur la photo, il me semble qu'il avait 70 ans, et donc il était en grande forme, hein, et avec un tableau en lui dévoilant les secrets de la nature. La science rapproche l'homme de Dieu, on dit, hein, et avec un article vraiment très intéressant qui nous parle de cet inventeur hors pair, hein, qui était un génie en son temps, un érudit en son temps, hein, qui travaillait sur l'électromagnétisme de la nature. On arrive vers la fin de cette courte vidéo où on voit qu'en 1937, il nous est dit, obligé d'abandonner les affaires à cause de son grand âge et voulant assurer l'avenir de son œuvre, l'inventeur désire vendre des licences de fabrication dans tous les pays du monde où il n'est pas encore représenté. Malheureusement, suite à cela, et on est en 37, on est en pleine de guerre, on est avant-guerre, pardon, 39-45, hein. Après-guerre, ben, l'électroculture, elle a disparu, l'électroculture, hein. Là, j'ai ici des encyclopédies où on voit et des dictionnaires avant-guerre, l'électroculture y était dedans.
Ensuite, elle a disparu, et la pétrochimie a été développée à grande échelle et on voit là où on en est aujourd'hui avec ces techniques d'agriculture pétrochimique qui, n'intéressent plus la population, hein, parce que ça détruit la terre, ça pollue, ça fait des aliments qui n'ont plus de goût et puis, aussi ça crée des problématiques de santé donc il est un grand temps de changer, hein. Et on voit aussi dans ces anciens écrits, quand on cherche que, les qualités nutritives et gustatives des végétaux traités avec l'électroculture étaient meilleures, hein. Les végétaux étaient meilleurs, plus riches en nutriments, hein, grâce à l'électroculture. On finit par un dernier appareil en 1943 qui était développé par Justin Christopheau et vous voyez, c'est celui-ci en bas là. C'était, un sorte de fertilisateur magnétique qui lui était enterré et avec un fil de fer galvanisé connecté à cet appareil avec accès, nord-sud et ceci était utilisé pour fertiliser dans la terre directement les végétaux grâce au magnétisme terrestre, hein. Et on nous dit: «Un jour viendra où nos champs seront fertilisés par du fumier en fil de fer extrait des mines du pôle sud». Voilà pour un tout petit horizon autour d'articles, de certains des articles presse, parce qu'il y en a pléthore, hein, il y en a énormément, hein, concernant Justin-Étienne Christoflo et concernant l'électroculture, il y en a des centaines, hein, il y en a énormément d'articles, de livres avant-guerre, hein. Quand on cherche, c'est une évidence et moi je suis un chercheur, hein, j'ai passé des centaines et des centaines et des milliers d'heures à chercher. J'ai fait des dizaines de milliers de kilomètres en long, en large, en travers, en France et à l'étranger. Je le dis, hein, il y a vraiment une histoire sur le sujet qui mérite qu'on s'y penche dessus, qu'on y mette des fonds pour développer, pour continuer à faire progresser ces techniques et moi, c'est ce que je fais à ma petite échelle, voilà, avec Permafutur, hein, et c'est aussi grâce à vous qu'on fait ceci, qu'on peut, on n'est pas financé, on est financé par personne hormis vous, hein, qui, nous soutenez par, l'achat de livres ou de produits sur la boutique. Nous, ça nous aide à continuer à partager comme ça du contenu, à expérimenter, à développer les techniques, à faire avancer ce sujet heu, qui est encore marginal et peu connu, mais qui, je le crois, un jour, sera connu comme, la permaculture et en continuant à avancer dans le bon sens tous ensemble. Là, vous voyez les livres que j'ai édités, certains des livres que j'ai édités, ces 2 dernières années, pardon. Hop, je reviens pas en arrière, je fais un peu vite. Vous avez donc Secret d'électroculture, Électroculture, antenne aérienne et magnétique, une revue de 1913, un ensemble de revues que j'ai réédité aussi et mon livre sur les tours d'énergie et le basalte paramagnétique, si vous voulez en savoir plus. Voilà, maintenant il y a des livres qui réapparaissent aussi aujourd'hui, tout ceci, réapparaît au grand jour pour le bien de tous et on avance, pour, proposer des solutions agroécologiques et moi c'est ça mon objectif, proposer des solutions qui permettent, de sortir de la pétrochimie, hein. Si on veut un monde plus sain et naturel, dans tous les cas, il faudra le faire, hein. La pétrochimie, elle va dans le mur, hein, ça c'est clair et c'est net, hein. Vous pouvez aller, aussi sur Permafutur, hein, vous avez donc les livres, vous les trouvez sur l'onglet boutique si vous voulez nous soutenir et puis, les stages aussi, je propose des stages, d'électroculture. La permaculture, ça va revenir l'année prochaine, en 2025. Électroculture, vous cliquez sur l'onglet stage et vous avez les informations. Ceci se déroule à côté de Lourdes. Il y en a un en septembre et un en novembre prochain. Voilà pour un tour d'horizon. Je vous remercie, je vous souhaite, tout le meilleur, plein de bonnes choses et puis, voilà, merci beaucoup, vous pouvez commenter si vous voulez, ça c'est voilà, c'est toujours cool de voir un peu des commentaires. Merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, et voilà. Merci à tous, au revoir, à bientôt.